fait qu'on vibre belle. Mes amis, levez du fait non en l'air. Tendez, oui, clair, pour parler avec nous, mes amis, tendez. Et en pile, royaume cap classé. Ouais, qui après parti, parce que là, bon Dieu n'est pas au pouvoir, qui semblait qu'il va viser. Madame, Messieurs, bonjour, vous êtes sur votre chaîne YouTube Haïti Lecture en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le 0304 2020. Nous sommes là avec vous pour vous faire suivre la suite du livre 10 ans d'histoire secrète. Nous allons attaquer le deuxième chapitre qui parle du président malgré lui de 1971 à 1985. On parle bien sûr de Jean-Claude Duvalier. Sans tarder, nous allons attaquer le deuxième chapitre. N'est pas président qui veut. Impitoyable à laquelle ses livres pendant 14 ans, Papa-Doc et ses rivaux montrent bien l'appât du pouvoir, fait tourner les têtes. La mort du dictateur n'a pas freiné les ardeurs des ambitieux. Mais tous se sont résignés à l'idée que Jean-Claude Duvalier ne prenne la succession de son père. Personne n'est en mesure de contester réellement son pouvoir. Certes, c'est un jeune président qui arrive au palais, mais son père a pris soin de soigneusement l'entourer. En cette année 1971, Jean-Claude n'a pas encore 19 ans. C'est un garçon roudouillard et timide comme son père. Il s'exprime à voix basse comme les autres garçons de son âge. Le président aime tous les plaisirs de la vie, sa passion pour les voitures de course et les motos l'entraîne souvent sur les chemins escarpés des montagnes haïtiennes. Il aime aller à la découverte des moindres coins de son pays, à la rencontre d'un peuple qui ne lui est pas hostile. La jeunesse de Jean-Claude laisse entrevoir un espoir d'évolution du régime. Sa capacité d'écoute des petits gens des villages lui confère une indéniable sympathie. Il est manifestement à son aise à leur rencontre, ce qui n'est pas toujours le cas dans la grande société. Au palais, malgré le luxe et le standing inhérents à ses fonctions, Jean-Claude Duvalier ne donne pas le sentiment de s'épanouir pleinement. Sous l'emprise de sa mère, Simone, le président est également très entouré par ses 3 sœurs qui entendent exercer un certain contrôle sur la présidence. Marie-Denise, notamment, affectionne particulièrement la chose politique. Au fil du temps, elle essaye de s'emparer d'une partie du pouvoir. La vie de château n'est pas tous les jours délicieuse pour Jean-Claude. Ce garçon au destin exceptionnel, pour être l'un des plus jeunes présidents que le monde ait connu, n'est curieusement pas attiré par ses fonctions, par ses hautes fonctions. Il n'éprouve aucun plaisir à se retrouver aux commandes de l'État. Je n'avais aucune ambition politique. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers la faculté de droit. Malheureusement,
je n'ai pas eu la possibilité de terminer mes études universitaires. Je les regrette profondément, d'autant plus que je ne voulais pas devenir président. La déclaration peut faire sourire, elle est pourtant crédible. Jean-Claude Duvalier ne voulait pas devenir président. Ceux qui le connaissent le disent, mais même Gérard Pierre Chal, opposant notoire en exil au régime duvalieriste, en est persuadé. Si le président fantoche devait un jour se trouver seul face à un microphone, il n'hésiterait pas à se réfugier dans une ambassade d'un pays ami. Tel est Jean-Claude Duvalier, jeune président malgré lui, peu à l'aise dans l'exercice de sa fonction publique, et notamment face aux journalistes. J'étais plus heureux au sein de la paysannerie qu'au Palais national. À chaque fois que je revenais d'une tournée d'inspection, j'avais en quelque sorte retrouvé l'énergie nécessaire pour faire face à mes obligations. Le plus souvent possible, Baby Doc file à la campagne, un prétexte facile pour quitter le climat délétère du palais. Avant de devenir le premier citoyen du pays, Jean-Claude Duvalier rêve d'une vie plus ou moins similaire à celle des autres jeunes de son âge. S'il a envie de se rendre utile à son pays, l'exercice du pouvoir lui apparaît comme un sacerdoce, un poids autant plus lourd qu'il est condamné à vie à la présidence. À 18 ans, il aimerait plutôt rejoindre le monde des affaires, alors que son père, depuis sa plus tendre enfance, l'invite à épouser la carrière médicale. Son accession précoce à la présidence met un terme au suspense sur la destinée du jeune Duvalier. Je n'avais pas le choix. Je voulais avant tout éviter l'éclatement du pays. Je l'avais bien compris. Il fallait préserver l'unité de la famille haïtienne. À contre-cœur, Jean-Claude Duvalier suit la voie qui lui a imposée son père avant sa mort. J'ai reçu une éducation bien particulière. J'ai grandi au palais au milieu des officiers et des soldats. Mon père m'a inculqué des notions assez fortes comme l'amour de la patrie, la défense des intérêts du pays, l'acceptation de certains sacrifices. Je crois avoir suivi ses recommandations. Aujourd'hui encore, l'admiration pour ce père qu'il entraîne souvent dans son sillage est intacte. Pourtant, l'arrivée au pouvoir de Jean-Claude Duvalier marque un tournant dans le duvalierisme. À maintes reprises, il va prendre le contre-pied de son père. Les principaux conseillers de Baby Doc, surnom que lui attribuent les Américains, sont pourtant ceux qui, pendant des années, entourent Papa Doc. Au premier plan, Lieutenant Cambronne, déjà cité. Ce conseiller spécial du président s'impose vite comme un tuteur pour le jeune Jean-Claude. Il participe à son éveil politique. Au contact de cet homme inexpérimenté, il entre en apprentissage. Jean-Claude Duvalier se souvient, j'ai dû faire preuve de patience, de compréhension, de tolérance, de manière à mieux connaître les hommes qui m'entouraient et avec le temps avoir une meilleure maîtrise de la machine. En professeur indulgent, Lieutenant Cambronne accorde rapidement une récréation à cet élève
que la chose publique n'amuse pas vraiment. La récréation s'appelle Claude Auguste Douillon. Ce jeune homme qui arrive au palais est un fidèle complice de Jean-Claude Duvalier. Ensemble, ils ont passé des jours paisibles sur les bancs du collège Saint-Louis de Gonzague, l'institut religieux fréquenté par les jeunes bourgeois haïtiens. Tous deux conservent quelques souvenirs inoubliables de ces années lycée où la morosité n'avait pas sa place. Conseiller ou bouffon, ça on le saura après. Le nouveau secrétaire particulier du président s'impose vite comme l'homme de confiance de Jean-Claude. C'est un observateur attentif de la vie du palais. Discret et bien élevé, il réussit souvent à se faire oublier. En revanche, il se souvient de tout. Miami Coral Gables. L'analyse de Claude-Auguste Douillon sur les années Jean-Claude mérite d'être écoutée dans ce quartier où l'art a élu domicile. Le fils de sultane ne peuvent pas vivre sans tuteur. Claude-Auguste Douillon les énumère. Il y eut d'abord Cambronne, puis Claude et Adrien Raymond, les frères cinéastes, Henri Siclet, Antonio André, Nicole Sasseur, puis Henri Bayard et enfin Michel Bennett. Il était quand même bien entouré, on peut le dire. Bon. D'autres confirment la situation. Au palais, Jean-Claude ne s'impose pas comme pouvait le faire son père. Ce n'est pas un tyran. Ça se voit, il était jeune, il était tout doux, il était zen, quoi. Une certaine retenue se voit dans l'exercice de son autorité, ce qui donne des idées à certains qui les croient facilement manipulables. Il se montre pourtant, d'autant que Claude-Auguste Douillon veille. Il se trompe pourtant, d'autant que Claude-Auguste Douillon veille. À sa manière, il agit en loyal protecteur de son ami le président. La révolution politique avait été faite par mon père, analyse Jean-Claude Duvalier. Le fils entend mener à son tour une révolution économique. J'avais pour priorité le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est dans cet esprit que j'ai fait appel à des éléments jeunes mais compétents. Les nouveaux ministres de Baby Doc sont effectivement d'une autre génération que ceux qui ont fait leur carrière sous François Duvalier. Jean-Marie Chamoine, Franz Messeron, Théodore Achille, Alix Sinias et Jean-Robert Estimé, les 5 super ministres du président, sont de fins politiques. Des hommes qui ont envie de faire bouger les choses. Ce sont les plus visibles, mais ils ne sont pas les seuls. Les ministres de l'Agriculture, Franz Lambert, est l'un de ces nouveaux hommes. Il est à l'origine des judicieux projets de développement rural. Des faits. Haïti leur doit l'engagement d'un certain nombre de réformes. Leur action contribue surtout à une modernisation des structures administratives du pays, à une démocratisation de l'appareil d'État. À l'époque,
L'ambassade de France, François-Claude Michel, observe ses nouveaux ministres de près. J'ai très rarement rencontré durant ma carrière des hommes de la valeur professionnelle de Jean-Robert estimé. À l'époque, malgré tout, je commente avec vous, mais malgré tout, il y avait quand même des gens des valeurs en Haïti. On peut essayer tout le temps de noircir le tableau, mais il y avait quand même des gens de valeur, des gens qui ont une compétence dans notre pays. Je reprends la lecture. Ce n'était pas le cas de tous, mais c'était le cas de plus d'un. Ce modernisme ne leur vaut pas que des encouragements dans le camp du valériste. Ces jeunes loups que les présidents encouragent irritent la vieille garde conservatrice. Duvalier confie notamment à Jean-Marie Chamoine et ses super collègues le dossier de la démocratisation. Dans les annales de notre histoire, cela a toujours été un thème creux. L'histoire dira que M. Chamoine a posé les jalons et laissé à ses successeurs un cadre de référence discutable, certes, mais positif. Les rénovateurs de Baby Dog n'ont en effet pas le temps ni les véritables moyens d'aller au bout de leurs idées. Les conditions ne sont pas réunies pour la démocratie. Ma tâche n'était pas facile, se souvient Duvalier. En ce sens qu'il fallait changer les mentalités. Mes frères et sœurs, on était en 1983 ou 1984. Aujourd'hui, on est en 2020. La situation est grave. Il fallait créer en quelque sorte une véritable révolution. La seule révolution perceptible à cette époque, c'est celle qui s'est produite entre-temps au palais. C'est ce super ministre qu'il a pu mettre en place, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il voulait dire. Le 22 avril 1980, Jean-Claude Duvalier convole en juste noces avec Michel Bennett. Là, c'est là qu'il a fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Cette femme de la haute bourgeoisie ne laisse certes pas indifférent. Très jolie femme. Elle a conquis le cœur du président. Jean-Claude était hypnotisé par sa femme, subjugué, dominé par elle, se souvient Franz Mestron. Michel avait tout pour éblouir. Belle, mulâtresse, forte personnalité. Quand on connaît son passé, on a l'intuition juste ou fausse, mais avérée par la suite, évidemment, qu'elle a épousé pour son argent. Michel avait coutume de dire: quand je suis arrivé au palais, j'avais 8 000 $. Quand elle l'a quitté, elle en avait probablement 1000 fois plus. La famille Bennett est célèbre en Haïti. Depuis le mariage présidentiel, elle connaît un certain succès dans les affaires. Les pères Ernest a la réputation d'être le roi du café. Il possède aussi des terres et une plume. Alerte qui devient célèbre en Haïti. Lorsqu'elle débarque au palais, la famille Bennett bouscule les habitudes. L'entourage de Jean-Claude Duvalier n'est en rien surpris.
pas un proche du président qui n'ait tenté de faire avorter ce mariage. S'il l'épouse, on est foutu, témoigne alors un collaborateur du président. Les vieux du duvaliéristes qui se sentent trahis par ce mariage de l'héritier du noirisme avec une mulâtresse tentent d'écarter Michel Bennett. Aujourd'hui, Duvalier regrette. Peut-être que je me suis trompé dans le choix de la personne. C'est clair, il voulait dire, voilà, il aurait pas dû se marier avec Michel Bennett. Bon, ce qui est fait est fait. Cependant, j'ai cru pouvoir réconcilier la nation haïtienne, éliminer certains tabous. Peut-être était-il trop tôt. Au palais, le calme règne en apparence, mais Jean-Claude Duvalier doit faire face à des multiples complots. La question se pose, qui veut renverser Bibi Doc? Île de la Tortue, janvier 1982. C'est une île montagneuse et sauvage, repère des boucaniers au XVIIe siècle. Les célèbres corsaires français avaient pour coutume de fumer la viande au feu de bois sous des broches ou grilles appelées boucans, d'où leur surnom. Les hommes de Bernard Sansaric débarquent sur cette île, située au nord d'Haïti, à 6000 marins de Port-au-Prince. Rescapé du massacre de Jérémie en 1964, l'homme s'est juré de venger sa famille. Il ne cesse de vouloir renverser Duvalier. D'abord le père et maintenant le fils. Sansa Kari, 37 ans, vit à Fort Lauderdale en Floride, où il gère une station-service. Mais sa principale activité consiste depuis janvier 1981, à faire du lobbying pour ramasser l'argent nécessaire au financement de sa cause. Depuis son exil américain, il a créé un parti politique, le Parti populaire national haïtien. C'est ce qui ne manque pas dans le parti politique en Haïti. Ça pousse comme des tomates, quoi. Devant la communauté internationale et notamment au Sénat américain, il se présente comme une alternative au régime Duvalier. Au sud des Caïcos, île de Turc de Caïcos, il ameute les journalistes et prévient qu'il va envahir Haïti. On n'a que ça à faire. Lorsque les hommes de Sansaric, armés jusqu'aux dents, accostent l'île, croit-il vraiment pouvoir renverser le régime? On se pose la question. On peut sérieusement en douter. Sansa Kari lui-même renonce en cours de traverser le lâche. C'est un lâche. Son bateau tombe en panne. Il est récupéré par les gardes-côtes américains. En fait, il lui importe surtout qu'on parle de sa tentative afin de récolter de l'argent. Il cherche aussi à s'assurer de nouveaux soutiens. Le sort de ces hommes passe au second plan. En l'absence de militaires, ces derniers occupent l'île une dizaine de jours, le temps nécessaire aux hommes de généraux Saint-Alban et Namphy de venir à bout de la rébellion. Quelques mois plus tard, Bernard se rend sur l'île de Saint-Martin, côté français. Dans le plus grand secret, il rencontre le capitaine Paul Baril, un officier français, ancien patron du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, où il entre en fonction en 1976 auprès de Christiane Proto, auquel il succède en 1982.
Ce super gendarme exerce ses talents au sein de la nouvelle cellule antiterroriste de l'Élysée. Il va bientôt faire parler de lui dans l'affaire des Irlande de Vincennes. Entre Baril et Sansaric, c'est un premier contact. À son retour à l'Élysée, Baril en parle à plusieurs conseillers du président. On vit encore Baril s'entremettre auprès de Guy Pen et Régis Debray, tous deux collaborateurs du président Mitterrand, afin de le faire rencontrer un imposant haïtien en quête d'armes pour un projet de coup d'État. Des faits, quelques mois plus tard, Bernard se rend à Paris. Régis Debray confirme que l'opposant à Duvalier lui a bien été présenté par le capitaine Barry. Je me suis entretenu avec lui 3 minutes, rapporte Régis Debray, démentant toute implication dans ces affaires, n'a-t-on pas cherché à le mouiller dans une sale affaire pour l'écarter de l'entourage du président. Secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco se souvient. En 1983, l'amiral Lacoste nous alerte. Régis Debray est dangereux. Il rencontre des révolutionnaires d'Amérique latine. Régis Debray est au courant. Dès 1981, la DST avait dit à Mitterrand que je n'étais pas clair. Négociation secrète. Une autre rencontre a eu lieu au Costa Rica en 1984. On peut légitimement s'interroger sur les intérêts des serviteurs de l'État français dans cette histoire. Est-ce la conséquence d'une analyse du pouvoir socialiste qui, idéologiquement, se situe aux antipodes du duvalierisme? Autre fait troublant, novembre 1984, un commando d'exilés haïtiens est interpellé dans l'île de Saint-Barthélemy, dépendance de la Guadeloupe. Paradoxalement, les raisons sont à l'époque pourtant normales entre les deux États. Malgré l'arrivée des socialistes au pouvoir, l'aide française a été augmentée sensiblement, rapporte Jean-Claude Duvalier. Il se souvient. La France était consciente de nos efforts. Elle était disposée à appuyer notre élan vers la démocratie. Jouait-elle un double jeu? Jean-Claude Duvalier semble l'ignorer. Malgré ses nombreux soutiens, Bernard Sansaric n'est pas en mesure de renverser son ennemi juré. Port-au-Prince, 31 décembre 1982. Peu avant minuit, une violente explosion perturbe les réveillons du Nouvel An. Jamais la capitale haïtienne n'avait entendu pareil vacarme. L'explosion a libéré tant de force que toute la zone s'est transformée en un véritable champ de bataille. Au moins une dizaine de personnes périssent au coup de l'attentat. Que s'est-il passé? Le gouvernement impute cette action à la brigade d'Hector Riobé, un opposant qui souhaite en finir avec le duvalierisme. Placé dans une voiture sur la route quand pointe le cortège présidentiel pour se rendre à la cathédrale, la bombe visait le président. Si Baby Doc échappe de peu à la mort, c'est parce que l'explosion est prématurée. Le président, malgré lui, n'est toutefois pas au bout de ses peines. Des signes de contestation vont arriver. Ces 80
temps après la proclamation de l'indépendance au Gonaïves, l'armée doit intervenir le chef-lieu de l'Artibonite, à moins de 200 km au nord de Port-au-Prince. Les militaires répriment des émeutes de la faim, le 23 mai 1984. On peut comprendre la contestation populaire. Depuis 1981, le revenu réel par habitant a baissé de 8,5%. Les Haïtiens sont encouragés par le discours du pape Jean-Paul II. À son arrivée à Port-au-Prince, le 10 mars 1983, le souverain pontife déclare « Il faut que les choses changent ici ». L'épiscopat haïtien multiplie les gestes de défiance à l'égard du gouvernement. Le 18 décembre suivant, les évêques publient une charte pour la promotion humaine, un véritable appel à plus de justice sociale et au respect des libertés fondamentales trop souvent bafouées. 3 mars 1984, catholique pratiquant, le président Jean-Claude Duvalier n'est pas insensible au message ecclésial. Il écrit au ministre de la Justice et au chef d'état-major général des forces armées d'Haïti pour leur recommander le respect des lois de la Constitution en matière de protection des droits de l'homme, comme le signale le rapport d'Amnesty International de l'année 1985. Le président Duvalier demande au chef de l'armée de veiller à interdire aux membres des forces armées et de la façon la plus rigoureuse toute atteinte physique et morale aux droits de la personne humaine, notamment l'emploi de la torture sous toutes ses formes. Duvalier rappelle qu'un mandat régulier est nécessaire pour toute arrestation et que tout individu soupçonné de crime doit être présenté devant un juge dans un délai de 48 heures après l'arrestation. Dans sa lettre au Premier ministre de la Justice, le président demande d'œuvrer scrupuleusement au respect de l'habeas corpus de toutes les autres dispositions constitutionnelles concernant le droit des prévenus, les procédures d'interpellation, de l'interrogation et de la contrainte par corps et de la garde à vue. Cependant, après l'apparition de ces lettres dans la presse haïtienne, Amnesty International continue de recevoir des informations faisant état de violations des principes rappelés par le président. En mai, 2 prêtres étrangers sont emprisonnés. Ils sont accusés d'avoir traduit les lettres du président en créole et de les avoir distribuées à la population. Les initiatives de Webidoc sont incomprises par une grande partie de la vieille garde du valieriste. Un bras de fer s'engage. Jean-Claude Duvalier s'explique aujourd'hui. Je l'ai fait, non pas par démagogie, mais parce que j'aime mon pays et les gens de mon pays. J'ai essayé d'améliorer les conditions de vie du peuple. Ma tâche n'était pas facile. Comme vous pouvez l'imaginer, l'implantation de la démocratie en Haïti n'était pas simple. Qu'il fallait-il faire? C'est la question qu'on se pose. Pour instaurer des bases démocratiques, il faut avant tout permettre à la population de se nourrir, de se vertir,
d'avoir un habitat. Pour moi, ce sont des conditions sine qua non. Arrive ensuite la création des partis politiques et l'éducation de la population. Il ne faut pas oublier qu'Haïti n'a jamais eu de culture démocratique. On peut aussi se demander si l'opposition à l'époque était disposée à jouer le jeu démocratique. Pour avancer dans la réalisation de ces objectifs, Jean-Claude Duvalier doit convaincre la plupart des soutiens du régime se demandent si le président ne joue pas contre son camp. Pour améliorer la situation économique et sociale du pays, il faut du temps, de la patience. Je savais pertinemment que tôt ou tard, nous aurions eu des élections présidentielles. Mais il fallait, à mon avis, organiser ce pays, la vie politique. Beaucoup de gens ne l'avaient pas compris. Il fallait aussi un changement dans la mentalité du Haïtien et particulièrement au sein de ma famille politique, car beaucoup d'entre eux craignaient les réformes. Certains même pensaient que les réformes seraient fatales à leurs intérêts. Ça continue, on est en 2020, ça continue. Le président comprend qu'il lui faut amorcer un processus démocratique. Le 12 janvier 1984 ont lieu les premières élections législatives. En l'absence d'une opposition constituée, les candidats dans leur ensemble appartiennent au très officiel Comité national d'action jean-claudiste, CONAGEC. Un homme ne s'en réclame pas, le pasteur Silvio Claude. C'est le seul adversaire du régime qui a le courage de se présenter. Les autres opposants boycottent cette farce à usage extérieur, organisée sous la pression des États-Unis. Silvio Claude est élu. Cet homme aime parcourir les campagnes, monter en Amazone sur son mulet. Il s'arrête parfois pour expliquer aux paysans le sens de son action. Il commence à bénéficier d'une certaine aura. Dans sa petite maison, près du Champ de Mars, où se dresse le Palais national, il se présente comme le personnage qui dérange les Macoutes. Cet homme de foi croit en son destin. J'ai confiance dans le peuple haïtien qui me connaîtra un jour comme l'homme capable de sortir Haïti de la tyrannie. En attendant ce jour prophétique, l'homme craint pour sa vie. Dans la pièce où il nous reçoit, un porte-voix trône sur son bureau, de quoi alerter la population en cas d'attaque macoute. Même si cette première consultation électorale ne fait qu'illustrer le vide démocratique, elle satisfait Washington qui s'efforce de se rendre plus avenante la façade du régime dynastique haïtien. Excusez-moi. Ce n'est pas sans importance à l'heure où les Américains font pression pour la démocratisation du Nicaragua. Il faut montrer l'exemple. En attendant, le peuple souffre encore. Deux facteurs viennent réduire ces maigres sources de revenus. Une épidémie de fièvre porcine et la nécessité d'abattage forcé qui décime le cheptel de plus d'1 million de cochons. Une catastrophe pour un petit pays comme Haïti. L'animal est le véritable
capitale du paysan. Autre drame, la fréquentation touristique accuse une baisse spectaculaire. Après la découverte de plusieurs cas de sida, une campagne d'information décourage les étrangers à s'y rendre sur l'île. La presse américaine évoque les 4 H: hémophiles, héroïnomanes, homosexuels et haïtiens constituaient les 4 groupes à risque. Ce serait responsable de la propagation de la maladie. Le peuple haïtien n'avait pas besoin de cela. Fin du 2e chapitre.